RDI en Guyane, c'est de la musique, des infos et du sport. RDI sur 105.1 à Cayenne et 88.4 à Cou. Des thématiques sur tous les sujets d'actualité. Ayo Délé-Germa en parle avec ses invités en direct du lundi au vendredi de 11h30 à 12h45 sur RDI Guyane dans Midi Ayo. Économie, politique, sociale, santé, culture. Suivez au quotidien nos rendez-vous avec l'actualité de notre territoire. Dans Midi Ayo sur RDI Guyane, sur 105.1, en story live Facebook et sur YouTube. De RDI de retour avec David Velvacher, le président délégué du MEDEF Guyane. Ils ont récemment publié un communiqué co-signé avec plusieurs entreprises pour interpeller la préfecture sur les effets du blocage de la Sahara. En ce moment, vous le savez, sur l'économie déjà ralentie par la crise sanitaire, la pandémie actuelle. David Velvacher, bonjour. Merci d'être avec nous. Bonjour, merci de nous inviter. Aujourd'hui, quelles sont vos inquiétudes alors, très concrètement ? Alors, avant de parler des inquiétudes, je voudrais juste corriger un peu. Il ne s'agit pas d'entreprises qui ont été co-signataires de fédérations. Voilà, mais des représentants des entreprises. Et c'est important parce qu'on agit justement dans le but de défendre les entreprises. C'est même pour ça que je suis là moi-même. Effectivement, on parle au nom des adhérents du MEDEF, mais on représente donc le monde de l'entreprise. Alors, combien d'adhérents à ce jour ? Nous sommes 300 adhérents à peu près au MEDEF, et quand je vous donne le nombre, c'est pas aussi par rapport à ce qu'ils ont payé, qu'ils sont à jour, etc. Donc l'association des patrons d'entreprises ici sur le territoire guyanais. Pour faire court, de la même façon qu'il y a des syndicats qui défendent les salariés, nous défendons les entreprises. Mais je crois que c'est bien d'en discuter parce qu'en fait l'entreprise, ce n'est pas que le chef d'entreprise. L'entreprise, c'est le chef d'entreprise et tous ses collaborateurs. Et c'est ce qui fait, en fait, c'est cette force, cette union dont dépend l'entreprise. Et les familles, donc, du coup, qui vont derrière, voilà, on est donc une sorte de porte-parole, certes, porte-parole là, dédiée au chef d'entreprise, parce qu'effectivement, on a une vision qui est peut-être différente et qui doit l'être de toute façon, parce que nous, on n'a pas les mêmes protections, on n'a pas non plus les mêmes objectifs qu'une association ou qu'une collectivité. On est le monde de l'entreprise, on doit donc développer l'économie, et c'est par l'économie qu'on va pouvoir développer le territoire. Donc les stations-service fermées en ce moment en raison du blocage de la Sahara, ainsi que les fédérations, en tout cas les associations de stations-service qui ne peuvent pas suivre, qui donc ont décidé de fermer les stations. Quels effets ça aura sur les entreprises ? On l'imagine quand même un peu, mais de votre point de vue ? Mais c'est catastrophique ce qui se passe actuellement. C'est vraiment catastrophique, c'est une prise d'otage que l'on vit, que l'on subit, que personne n'a prévu. Quelles que soient les raisons, il faut quand même déjà constater cette prise d'otage. Alors, c'est peut-être pas devant chez nous, dans nos entreprises qu'on bloque, mais pour autant, tout le monde est impacté. Nos salariés ne peuvent plus travailler, nos entreprises ne peuvent plus produire, donc c'est une catastrophe pour une entreprise de ne pas pouvoir travailler. Et je dois rappeler que ça fait plus de 20 mois qu'on joue un peu au yo-yo avec le monde économique, où on nous dit vous ouvrez pas, en fonction des secteurs, etc. Bon, ça devient véritablement anxiogène. Je vous garantis que le niveau des entreprises moralement, on voit Koh-Lanta le mardi à la télé, mais c'est ça en Guyane. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, c'est un candidat presque à Koh-Lanta. Il doit se dire comment on va faire pour à chaque fois tenir compte de ces environnements pour des décisions au final qui ne nous concernent pas de façon directe. C'est-à-dire que nous ne sommes pas ceux qui disent faites ci ou faites ça. Au contraire, nous on est là, on se met à disposition pour justement pouvoir aider, pour faire en sorte que ça se passe mieux à chaque fois. On l'a dit clairement, le MEDEF est pour la vaccination. Pour la bonne et simple raison que c'est le schéma qui nous est offert aujourd'hui pour pouvoir fonctionner. Nous avons besoin justement de pouvoir fonctionner. Mais quand on ferme une entreprise... Bloquent alors, parce que finalement, au-delà de la préfecture, c'est bien ceux qui bloquent qui sont en question dans cette histoire. La préfecture, c'est la préfecture, les grévistes sont les grévistes. Moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est qu'il faut pouvoir peser le poids des actions qui sont menées et les conséquences. Aujourd'hui, il n'y a pas d'essence. Mais il y a plein de choses qui ne vont pas. Les centres aériens ne fonctionnent pas. On ne peut pas les emmener à l'école, on ne peut pas se déplacer, on ne peut pas réapprovisionner ceux qui peuvent faire des repas emportés. En fait, plus ça va, et puis il y a des impacts qu'on n'imagine même pas. On discutait par exemple avec des gens de l'hôpital qui aujourd'hui sont en difficulté sur un aspect sanitaire, mais que dirais-je pour le linge par exemple ? Il y a de la sous-traitance, des choses comme ça. On a besoin d'être livré, on n'est pas préparé à ça. Aujourd'hui, un blocage comme ça est quelque chose de dramatique. Les entreprises sont déjà, on va dire, en PLS depuis le début de la crise sanitaire, avec des aides qui sont quand même fournies, le fonds de solidarité qui a malgré tout baissé à partir du 15 mai dernier. Comment est-ce que les entreprises le vivent sur le terrain ? Mais peut-être pas comme ceux qui ne sont pas dans l'entreprise. Parce que faut bien comprendre qu'on nous donne une aide. On n'a pas ouvert une entreprise pour recevoir des aides.
Et c'est bien ça le problème. On a l'impression que sous prétexte qu'on nous donne des aides, tout va bien. Mais c'est pas vrai du tout. Ça permet de Alors, limiter les dégâts. Si c'est pas vrai, qu'est-ce qu'il en est exactement? Voilà, comme je dis, ça permet de limiter les dégâts. Ça permet de ne pas baisser les bras. Ça aide, toute aide par définition. Mais une aide ne fait pas le business, sinon ça vaut pas le coup. On ne crée pas une entreprise pour recevoir des aides. Et on ne vit pas de ces aides. Qu'est-ce qui est le plus compliqué à gérer aujourd'hui sur les dépenses que vous avez à faire? Ce qui est plus compliqué, oui. C'est tout ce que je vais appeler les coûts fixes. Parce que sans faire de grands débats, vous avez une partie coût fixe et coût variable. Le loyer, par exemple, est un coût fixe. Que vous ayez vendu ou pas, il faut le payer. La partie coût variable, si je prends le cas d'un restaurateur, les légumes, la viande, etc., il va faire de la marge là-dessus. S'il ne travaille pas, ça au moins, il n'aura pas à l'acheter. Pour autant, il doit payer quand même les crédits qu'il a fait sur le matériel, il doit créer sur le matériel, sur l'investissement, etc. Et c'est rare, une entreprise qui n'a pas de crédit, ou sinon que d'autres charges, comme les véhicules, etc., que vous voulez utiliser ou pas, il faut le payer. Ça, malheureusement, les aides, très vite, ça s'affaisse. Rodolphe Sauvonnet, le directeur régional des finances publiques, nous avait fait savoir qu'il existe quand même des aides aux coûts fixes, mais que ça ne s'applique pas forcément en Guyane, parce qu'il n'y a pas suffisamment d'entreprises éligibles à ce genre d'aide. Est-ce qu'il y en a quand même quelques-unes? Bien, vous levez là 2 points dans la question. Il y a effectivement des entreprises éligibles. D'accord, en fonction des aides. On parle souvent pour ce qui nous concerne des S1 et S1 bis pour faire court, c'est tout ce qui est le tourisme, etc., le sport, et puis je crois les restaurateurs également sont là-dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a certains secteurs directs qui sont touchés. Mais si je prends le cas d'un restaurant, le secteur de celui qui va livrer le restaurant, qui était habitué à le livrer, mais qui ne peut pas livrer parce qu'il n'a pas de client en face, lui, il est impacté, il n'y a pas droit. Tout ce secteur indirect n'est pas forcément affecté par l'aide. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour avoir droit à l'aide, il faut être correctement structuré. Il faut, en gros, j'ai envie de dire, presque monter patte blanche. Alors, les services de l'État essayent de s'adapter. Mais voilà. Et ce qui fait qu'il y a une bonne partie de ces sociétés qui sont en cours de restructuration, qui veulent se remettre à flot, mais qui ont déjà du mal tout simplement à garder la tête au-dessus de l'eau. C'est bien comme ça que vous devez voir un chef d'entreprise aujourd'hui. Les vagues vont et viennent, comme les vagues sanitaires qu'on subit, d'accord? Mais au final, nous, on doit rester. On doit rester et tenir bon. On doit garder le sourire auprès des employés, on doit faire comme si tout va bien, alors qu'en fait, on ne voit pas demain. Notre problème aujourd'hui au niveau de l'entreprise, c'est qu'on ne voit pas demain. Et il y a plein de décisions qu'on ne comprend pas. Mais au-delà de ne pas les comprendre, on ne s'arrête pas à ne pas les comprendre. Évidemment, on discute, on est présent, on essaie d'être partout dans toutes les réunions pour justement, avoir l'info et surtout la remonter. Nous sommes force de proposition. MEDEF, c'est bien connu. On se bat pour à chaque fois donner notre avis, mais qui n'est pas simplement qu'un avis, c'est un avis concerté sur lequel on essaie tout le temps de proposer des solutions. À un moment, par contre, on appelle à tout ce que je vais appeler le sens de la responsabilité de tous les acteurs. D'accord ? Il faut que ça cesse. Je me permets de revenir un peu en arrière. Vous parliez tantôt de montrer patte blanche. Qu'est-ce que vous mettez dans cette expression ? C'est une expression qui veut dire que vous devez être éligible à une aide. Bien sûr. On parlait de ça pour les aides. Manière ? Alors, éligible veut dire de façon simple que vous rentrez dans les critères, par exemple, de chiffre d'affaires. Il faut tout simplement pouvoir démontrer que le fait que vous soyez touché par cette crise, vous ne perdez pas d'argent. Alors, pour une entreprise qui a que 6 mois, comment vous montrez que vous ne perdez pas d'argent par rapport à l'exercice d'avant ? Bon, voilà un exemple parmi tant d'autres. L'autre patte blanche, c'est que vous ne pouvez pas être devoir des dettes sociales, etc. et tout, sans moratoire, et puis demander en plus de ça qu'on vous donne des aides, etc. et tout. Bon, voilà. Bon, sauf que la plupart des entreprises, en tout cas une grande partie des entreprises, et je ne parle pas des adhérents MEDEF, je vous comprends, je me permets de parler du monde de l'entreprise de façon générale. En général, les TPE, quand PME, l'État et pas juste vous met en place un dispositif. Vous mettez en place un dispositif, il y a des prérequis. D'accord ? Et nous, au MEDEF, je vous parlais de solutions, on a mis en place et proposé plein de fois des projets, notamment le 1 des 3 TPE, qui est là justement pour aider les entreprises qui sont dans cette situation à pouvoir être accompagnées, de pouvoir se remettre à flot, montrer la fameuse patte blanche pour ensuite pouvoir bénéficier de ces aides. Mais qu'on ne se trompe pas de débat, une aide est une aide. Une entreprise n'ouvre pas pour dire qu'on va recevoir une aide. Une entreprise a besoin de gagner de l'argent. Et elle a besoin de gagner de l'argent pour se développer. D'accord ? C'est pas pour le mettre dans sa poche et le mettre dans la poche du dirigeant. Hein. C'est souvent l'image qui est donnée. Mais en fait, il y a un message souvent que je dis quand on parle d'économie et donc d'entreprise. Une entreprise qui se développe emploie. Une entreprise qui est fragilisée et qui ne voit pas devant, elle n'a pas d'autre choix qu'à un moment ou à un autre de licencier. Entre-temps, elle bagote. Elle va essayer de tenir parce qu'il faut. On va tenir plus que les autres. On va prendre sur nous. Beaucoup de chefs d'entreprise aujourd'hui ne se payent pas, par exemple, parce que justement, il faut payer les salariés, il faut payer tout ce qu'il y a. C'est difficile. Mais par contre, arrive un moment où on ne peut plus, où il va falloir licencier. Donc, quand on bloque et qu'on est empêché de travailler, c'est quand même ce qu'il faut miroiter derrière. Les autorités parlent en ce moment d'une application progressive et souple du pass sanitaire.
à partir du 15 novembre, notamment à la sortie de crise. Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais nous, on est clair. Nous avons vu, autre part, ce que ça donne, le pass sanitaire. Le pass sanitaire est pour nous une façon de fonctionner. Alors, mettez en place le pass sanitaire. Voilà. Si aujourd'hui, c'est ce qui nous permet de fonctionner, il n'y aura pas de débat à ce qui nous concerne. Mettons en place le pass sanitaire, le pass X, le pass Y. Le plus vite possible. On doit fonctionner. Parce que si on ne fonctionne pas, on meurt. Et ce n'est pas quand les entreprises meurent, mais c'est les salariés d'ailleurs qui meurent. Ok, comprenez qu'ils n'ont plus de ressources. Qui dit qu'ils n'ont plus de ressources, ils n'ont plus de salaire, ils ne peuvent plus faire de crédit, ils ne peuvent plus dire qu'on part en vacances. Il y a plein de choses derrière qui touchent. Donc encore une fois, en visant les entreprises, c'est les familles qu'on touche derrière. 32 000 salariés aujourd'hui, je crois, sur le dernier état qui a été fait sur le deuxième semestre. 32 000 le dernier semestre. C'est quand même énorme. Que comprenez-vous aujourd'hui du mouvement actuel contre l'obligation vaccinale, contre le pass sanitaire et contre les motifs impérieux? De votre lorgnette, comment est-ce que vous voyez visualiser ça? Vous savez, c'est un peu tout et son contraire parce qu'on parle de liberté. En fin de compte, c'est quoi la liberté? C'est d'empêcher l'autre de profiter de la sienne. C'est d'empêcher aux entreprises de fonctionner sous prétexte qu'on combat la liberté. Voici notre problématique aujourd'hui. On se bat soi-disant pour la liberté, mais au final, on prive les autres de la liberté de se mouvoir, la liberté de travailler. On en a marre. Aujourd'hui, clairement, on en a marre. On veut pouvoir travailler, on veut pouvoir faire ce qu'on a décidé de se lancer. Et c'est ça le problème. Il faut que quand on fait des actes, on doit penser à rationaliser ces actes et les mener au bon endroit. Aujourd'hui, ces combats débordent. Et je n'aime pas trop le terme combat, mais je vais dire ces luttes pour reprendre le terme affecté. Mais ils débordent. Ils débordent de leur contexte. Et comme je le dis, depuis un moment, nous, on appelle... Vous comprenez les motivations? Non, mais je comprends surtout les conséquences du fait qu'on n'a peut-être pas été assez entendu et pas qu'on ne l'ait pas exprimé. Ça fait des mois. On a même écrit au président de la République, au Premier ministre, au ministre de l'Outre-mer, évidemment au préfet. Nous avons demandé que l'on travaille ensemble sur un plan pour travailler pendant la crise Covid. Oui. D'accord ? On a parlé de littérature sur la façon de le dire, le mettre, le nom. Mais toujours est-il que, aujourd'hui, ce n'est pas qu'on n'est pas présent. On se bat, on dit, on est force de proposition. Mais il y a quelque chose ici qu'on subit un peu plus qu'ailleurs, c'est ce fameux temps administratif. Nous croyons tous que nous avons le temps. Ça fait juste 6 mois, et je suis gentil quand je vous dis 6 mois. Je parle de courrier à l'appui où on fait des demandes, des propositions, etc., où on demande que ça soit mis en place, et pour l'instant, c'est toujours pas le cas. Alors, on va par des petites mesurettes, et sous prétexte qu'il y ait des aides qui soient disponibles ou bien qu'il faut qu'on comprenne que chacun a le droit de choisir s'il veut se faire vacciner ou pas, c'est vrai. Mais à un moment, on va où? Est-ce qu'on sait estimer aujourd'hui, au niveau du MEDEF en tout cas, le nombre d'entreprises qui ne vont pas survivre à cette crise sanitaire? Alors, vous savez, ça, c'est un grand débat. Une entreprise qui va mal évitera de dire qu'elle va mal. Pour la bonne et simple raison que si vous êtes client de cette entreprise, vous n'allez pas acheter sur une entreprise qui va mal. J'entends souvent parler de solidarité, mais qui, là, autour de nous? On ne donne pas de nom, on veut juste des chiffres. Non, je ne donne pas de nom, mais qui dit qu'il faut que les entreprises soient solidaires? Qui donne de l'argent aux entreprises? Ils vont acheter, certes, une entreprise. Ok, mais est-ce qu'en plus, il va dire, allez, je vous donne des pourboires, je vous donne de l'argent. Donc, il ne va pas forcément se déclarer. On nous demande aux entreprises d'être solidaires. Mais vous savez, quand il a fallu mettre en place des gels, les entreprises se sont réunies pour le faire. Quand il a fallu mettre en place les mesures pour toute la partie sanitaire, équipée, mettre en place les équipements, les entreprises ont mis la main à la poche, ils n'ont pas eu d'aide pour ça. Ça, on ne le dit pas. Mais on a dû investir sur nous. Voilà. Donc concrètement, ça veut dire quoi? Qu'on fait tout ça sans baisser les prix. Donc pour faire court, on baisse nos marges. Ce n'est pas là une implication du monde économique. Et pourquoi? Parce que nous vivons dans la société. Donc on ne veut pas non plus que de nos entreprises, nos salariés soient malades. Il faut être clair. On ne veut pas non plus que nos clients qui arrivent dans un climat où ils ont peur d'être... Vous voyez, je suis là, je me déplace avec mon gel. Bon, c'est une réalité. Aujourd'hui, notre intérêt, c'est que nos équipes soient en place, soient en bonne santé, parce qu'on a besoin qu'ils soient en bonne santé pour avoir le sourire devant les clients et ceux qui sont là et qui résistent et qui permettent de faire vivre l'économie guyanaise. Vous avez abordé un point important, justement. Cette crise sanitaire implique des mesures nécessaires de la part des entreprises, notamment celles qui reçoivent du public, pour se mettre en conformité avec les critères de sécurité sanitaire. Qu'est-ce que ça a comme coût au sein d'une entreprise aujourd'hui? Est-ce qu'on sait l'estimer un peu? Mais évidemment, ça dépendra du type d'entreprise. Oui, il y a des entreprises qui reçoivent du public, il y en a d'autres qui n'en reçoivent pas en fonction des domaines. Donc, je dirais qu'en moyenne, il faut prévoir à peu près entre 3 et 5 000 euros par entreprise pour pouvoir se mettre à jour. Sauf qu'on a l'impression que c'est un investissement qu'on n'a plus à refaire. C'est pas vrai. Il faut continuer à acheter du gel, il faut continuer à acheter les masques. Je rappelle que nous devons fournir des masques aux salariés, par exemple, dans nos cas. Et ça ne nous pose pas de problème, j'ai envie de vous dire, parce que quelque part, c'est logique. À la limite, j'en connais qui disent même, allez-y, donnez-le à la famille. S'il ne faut pas ce qu'on veut, c'est ça, c'est qu'ils se protègent.
Et je veux dire, contre cette crise sanitaire, je crois que on a peut-être tous des façons différentes d'exprimer notre point de vue, mais on veut tous passer et aller de l'avant. Notre vraie problématique est qu'on ne se parle peut-être pas suffisamment ou qu'on n'écoute peut-être pas suffisamment et puis qu'on déborde. Nous, le MEDEF, on est là pour défendre l'entreprise, donc je parlerai au nom des entreprises. Je ne parlerai pas au nom des politiques. Je ne parlerai pas au nom du monde sportif. Pourtant, c'est pas que je ne suis pas concerné. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec le fait qu'on ne nous écoute pas, je vais le dire maintenant comme ça, parce qu'il faut comprendre, je ne veux pas jouer la victimisation, mais on prévient. On prévient qu'il faut libérer des choses, il faut ouvrir les restaurants. On a besoin que nos collaborateurs nous-mêmes puissent souffler. D'accord ? Donc oui, pour le pass sanitaire, pour que justement, on soit en mesure de proposer une alternative qui permette aujourd'hui de dire qu'on profite un peu plus de cette vie, tout en sachant que la maladie existera toujours. Nous devons avancer. Voilà. Avez-vous eu l'occasion, à un moment donné, de pouvoir discuter, parce que ça fait quand même 1 an et demi plus que la crise sanitaire est là, dans le monde entier, en Guyane également. Est-ce que vous avez eu un moment donné, une discussion avec la préfecture ? Chaque semaine. Je rappelle que durant nous sommes CIC. à la CIC, mais et on même ne à ce s'arrête pas à moment-là, la vous n'êtes CIC. pas entendu ? Non, la CIC, c'est un peu particulier, qui vient, pour tout vous dire, après 2 autres réunions. La CIT est souvent un organe qui permet d'échanger, certes, mais où on apprend des choses. Et on peut à ce moment-là objecter sur l'applicabilité de certaines. C'est pour autant l'occasion pour nous d'avoir une tribune qui nous permet d'exprimer des choses qui n'auront peut-être pas été entendues. Et c'est également une chance pour nous d'avoir des corps dits en responsabilité qui entendent notre problématique. Bon, c'est clairement une tribune qu'on a demandée. Elle ne nous a pas été donnée d'office. Donc, je veux dire, on a demandé à y être, elle nous l'a été accordée. Et c'est comme ça qu'on fait dans tout. Vous n'êtes pas entendu à ces moments-là ? Mais qui est entendu correctement ? Bon, on ne va pas jouer les pleureurs non plus. Je dirais que le système tel qu'il est, chacun est en place pour ses responsabilités, défend sa position, défend son job et sa tutelle. C'est l'organe qui nous est proposé aujourd'hui pour exprimer ce genre de choses. Bon, maintenant, effectivement, nous avons déploré le fait que nous ne sommes pas en amont de cela. Et je ne parle pas que le MEDEF, le monde économique pour la partie économique. Et c'est bien ça le problème. On n'est pas suffisamment consulté, mais surtout suffisamment pas entendu. Mais je ne parle pas que de la préfecture, je parle également des élus. Je crois qu'en Guyane, nous avons un problème sur la méconnaissance de l'importance d'une entreprise. C'est pour ça que j'ai rappelé 32 000 salariés, mais je crois que ce que j'ai oublié, c'est à peu près sur 64 000. D'accord ? Et peut-être un peu moins d'ailleurs, s'il faut bien compter, puisque dans le reste, c'est des fonctionnaires, mais dans les fonctionnaires, il y a aussi des militaires, etc. Bon, voilà. Mais c'est des gens qui font vivre la fameuse production, mais ça fausse aussi un peu les chiffres. Durant cette crise, vous me parliez tout à l'heure de la pâte blanche, je me permets de revenir là-dessus, parce que justement, avoir accès à ces aides est soumis à cette pâte blanche. Il y a pas mal d'actions qui ont été menées par la CPME, notamment par la préfecture aussi, il me semble, par la Chambre de commerce et d'industrie et le MEDEF, pour aider les entreprises à s'y retrouver, en tout cas parmi toutes ces arcanes d'aide, etc. Est-ce que ça a eu des résultats sur le terrain ? Merci pour cette question. Dire à une entreprise qui peut être aidée, un entrepreneur qui peut être aidé, la plupart du temps, il ne vous croit pas. Il ne vous croit pas parce qu'il se dit, moi, j'y aurai pas droit. Donc déjà, souvent, il ne se présente pas. Donc, il faut souvent les prendre par la main. Je parle souvent des plus petits parce que c'est toujours comme ça dans les crises. Il y en a qui s'en sortent bien, qui en profitent même. Puis il y en a d'autres, beaucoup, qu'on n'entend pas et qui vont mourir en silence. Vous parliez tout à l'heure de combien vont résister. On n'en sait rien. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de faire mentir les chiffres. On essaye de faire en sorte que ça ne se produise pas, qu'ils ne ferment pas et de façon à les remotiver à être là. Alors, on n'est peut-être pas les meilleurs communicants du monde, pour le dire. Pour autant, notre rôle et ce qui nous anime tous, c'est cela. Et je ne parle pas que du MEDEF, je parle de tous les représentants socio-professionnels, car on a compris à quoi sert l'entreprise et à faire un lendemain. Alors, maintenant, comment c'est perçu que les aides soient là ? Et évidemment, ça paraît comme une arlésienne. Certains y arrivent. Et à partir de là, on essaie de dire, voilà, on a réussi. Et nous, au MEDEF, par exemple, on se met à disposition de ceux qui ont besoin d'y accéder et on les accompagne. On les accompagne. Une de nos missions, c'est les accompagner. Les accompagner, c'est relayer leurs difficultés auprès des différents acteurs, que ce soit la CGSS, que ce soit le DRFIP, etc. On est là pour être aux côtés de nos adhérents. Et vous le savez ou pas, mais depuis la crise du Covid, on n'a pas dit parce que vous n'êtes pas adhérent, on ne s'occupe pas de vous. On n'est pas du tout ça. On est vraiment dans une ambiance collective qui vise à faire ensemble qu'on puisse progresser et arriver. Et je rappelle que derrière l'entreprise, je ne cesserai de le dire, il y a le chef d'entreprise, c'est vrai, mais il y a également les salariés et donc derrière leur famille.
Il y a une échéance importante pour le monde économique en ce moment, c'est bientôt l'élection de la Chambre de commerce et d'industrie. Il y a 2 listes qui sont en compétition avec celle de Karine Sinaï-Bossou ainsi que Jean-Luc Davidas, qui seront donc en lice pour cette Chambre de commerce et d'industrie. Qu'attendez-vous de la nouvelle mandature ? Mais on attend tout simplement qu'elle soit un peu plus ou plus à l'écoute des entreprises, parce que vous savez, même si ce sont des entreprises des deux côtés, on a toujours l'impression de ne pas être assez écouté, mais c'est trop facile de dire ça. On attend qu'ils soient dans le dialogue, dans la présence et dans l'efficacité. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas simple, car derrière, il y a un environnement dans lequel cette institution intervient, l'environnement financier, l'environnement juridique, et comme je vous dis souvent, dans ce genre de cas en difficulté, on a l'impression qu'on est seul au monde et qu'on doit tout porter sur nous. Le MEDEF, comme les autres organisations socio-professionnelles, demanderont toujours à être autour de la table pour toutes les décisions qui concernent l'économie. Donc, que ce soit l'une ou l'autre équipe, c'est ce qu'on demandera. Et qu'on rappellera, on doit être là, en amont, pas juste des effets d'annonce ou être réunis pour nous annoncer. Nous avons la chance d'avoir nos adhérents. On a la chance donc d'avoir la proximité auprès de nos chefs d'entreprise. Et cette proximité que nous organisons au sein du MEDEF via des commissions par secteur, économie, industrie, tourisme, éducation, etc., numérique notamment, cela nous permet de pouvoir nous réunir en petits comités et ensemble de porter des décisions, je dirais presque fusionnelles, mais surtout bien organisées. Nous avons écrit et publié l'an dernier un document qui s'appelle Guyane Symbiose, qui peut paraître élitiste au premier abord, puisque on vous dit qu'on défend les intérêts de l'entreprise. Mais défendre les intérêts de l'entreprise, on ne peut pas le faire sans tenir compte de la société. Donc Guyane Symbiose est un peu un modèle qu'on propose, un modèle économique certes, mais surtout sociétal, qui permet justement de dire voici comment la Guyane doit pouvoir s'organiser, tout acteur confondu. Les sociétés, les collectivités, les universités, évidemment la population, en gardant en tête une chose, ce que le déchet de l'un doit venir la ressource de l'autre. Et aujourd'hui, la ressource, surtout sur un territoire comme la Guyane, ne doit pas être limitée à la ressource minière, par exemple, ou à la pêche, etc. Nous avons un savoir-faire terrible. On le voit dernièrement, par exemple, avec Axel Loupeda et Belper, ce qu'il a fait et qu'il monte au plus haut niveau. L'occasion pour moi de les féliciter. Et j'ai vu que vous l'avez reçu dernièrement, justement. Mais voilà, cette ressource immatérielle, elle doit être également inventoriée et mise à partie pour que justement on puisse créer d'autres modèles. Parce qu'en face de ça, en marge de ça, il y a c'était pas hier soir, c'était avant-hier soir, un clip qu'on tourne qui dégénère ou on tire sur les forces de l'ordre. Donc, un clip, on pourrait croire encore ce sont de fausses armes ou j'en sais rien. Pourtant là, on voit bien on n'est plus à la télé là. Ça se passe ici. Et voilà le problème. Donc aujourd'hui, nous devons valoriser tout ce qui marche et surtout montrer la voie. Pour ça, on a sorti ce document et on est prêt à travailler avec qui veut pour qu'on le porte. On l'a porté aux élus ici, on l'a porté également au ministère de l'Outre-mer et plus haut, aux différents parlementaires, et on continuera dans cette voie. Parce qu'on est convaincu que si on veut tous la même chose, mais des fois, on n'a pas forcément la même façon de le dire. Là, en tout cas, pour revenir à ce qui nous amène aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pouvoir avoir de l'essence. Est-ce que vous vous adressez également au mouvement ? Mais je m'adresse au mouvement, comme je m'adresse à l'État, je m'adresse à tout le monde. Faut être clair. Aujourd'hui, il n'y a pas que les entreprises. Tout le monde est concerné par ça. Aujourd'hui, non. Il y a d'autres moyens à trouver. On ne peut pas et on ne doit pas agir ainsi. Clairement, tout cela doit être pris autrement. Alors, soit en amont, soit en après, mais pour ce qui est du concret, oui. On a besoin d'avoir accès à l'essence, c'est plus possible, ça. Et plus on va tarder, plus les conséquences seront terribles. Moi, j'ai en tête, je vous en parle parce que j'ai vu un communiqué de la CACL qui disait on ne va pas ramasser les bacs jaunes aujourd'hui. Demain, c'est les bacs verts qu'on ne va pas ramasser, parce que forcément, si les camions de poubelle n'ont plus d'essence, on ne peut plus faire le ramassage d'ordures. S'il n'y a plus de ramassage d'ordures, c'est tout ce qui n'est pas bon qui va proliférer. La zone, elle est simple. Plus on va tarder, plus les dégâts seront terribles. Et moi, je vous parle de Marseille, il y a encore moins d'un mois de ça, où il y a effectivement la grève des éboueurs et tout ce qu'on veut. Mais voilà, une fois que ça a duré et que ça a fini, il fallait que ça reprenne, mais il fallait qu'ils aient le temps de démarrage. Entre-temps, il y a une grosse pluie qui tombe et on voit toute la pollution qui s'est faite. Personne ne l'avait prévu. Sauf que si on avait pu anticiper, regarder un peu mieux ce qu'il y avait à faire répartir par zone, voilà, etc. Donc, je veux dire, un blocage comme celui-là n'a aucun intérêt. Avez-vous déjà eu un retour de la part de la préfecture à l'issue de ce communiqué ? Nous avons des échanges, nous sommes convoqués à des réunions pour nous entendre et les retours que nous avons ne sont pas plus différents que ce qu'on avait avant.
On est au courant de la situation, on réfléchit, on peut pas tout vous dire, mais voilà. On vous écoute, on vous entend, on va faire de notre mieux. Et je les entends, ils font sûrement de leur mieux. Pour l'instant, bon, moi, je suis pas la préfecture, je suis pas non plus la CDG, je suis un chef d'entreprise qui ne peut pas travailler. Et qui dit ce chef d'entreprise qui ne peut pas travailler, dit des salariés qui ne peuvent pas travailler. Alors j'entends, chômage partiel, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on dégaine assez facilement, sauf que dans l'applicabilité de la chose, ça ne se passe pas comme ça. D'accord ? Le chômage partiel qu'on a connu pendant la crise Covid, il était particulier et lié au Covid. Là, c'est pas du tout sur lequel on aura droit, et comprenez par là qu'on n'aura pas du tout le même niveau d'indemnité, encore faut-il qu'il soit accordé. Parce qu'on doit d'abord demander l'autorisation qu'il soit accordé, et ensuite, voilà, ça veut dire le fait qu'a posteriori, ça soit validé, peu de chance, très peu de chance. Donc, il reste effectivement la solution des congés. Donc, pour faire court, dans mon cas en tout cas, vous m'empêchez de fonctionner. Au mieux, je me mets d'accord avec les salariés parce qu'ils ne peuvent pas venir. Je ne vais pas dire que tu es absent parce que tu ne peux pas venir. Donc, on se met d'accord sur ces congés. Parce qu'absent, je ne le paye pas. Voilà. Je le prends sur ces congés, mais ça veut dire qu'on est en train de prendre sur les congés des salariés qui, eux, ne sont pas forcément grévistes. Voilà, c'est ça, On veut toucher l'entreprise, on pense au portefeuille de l'entreprise, au chef d'entreprise, on ne voit pas l'impact derrière. Et arriver à un certain stade, parce que si on ne travaille pas, on ne produit pas. Si je ne produis pas, je n'ai pas de marché. Donc il faudrait ouvrir la possibilité aux entreprises de recommencer à fonctionner, notamment avec le pass sanitaire, David Welbecher. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle, il faut absolument qu'on ait accès au carburant et aux marchandises. Sans délai. Merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Président délégué du MEDEF, un communiqué a été envoyé à la préfecture aujourd'hui pour dénoncer les blocages, en tout cas les effets du blocage de la SARA sur l'économie déjà au ralenti en raison de la pandémie. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, chers auditeurs. Soyez fidèles à RDI 105.1. À demain, très bonne journée à vous. C'était Midi Ayo avec Ayo Délé Germa sur RDI Guyane.